Bonjour à tous et à toutes, ici Shtaris pour la Cooldown TV, j'espère que vous allez très bien. On attaque une nouvelle série de vidéos qui s'intitulera Road to N4, c'est-à-dire Road to National 4, qui est le niveau qu'on visait avec l'équipe d'échecs de Valence, donc de Valence Échecs, qui est mon club depuis 2 ans, et avec qui on a essayé cette année de monter dans la division d'au-dessus. Et cette série de vidéos qui retrace l'histoire de cette saison commence maintenant. Alors, la ronde 1 nous opposait à Valence 3, nous on est Valence 2, en sachant que Valence 1 est déjà en National 3. Donc l'équipe dont je suis le capitaine cette année, pour la deuxième année de suite, on n'a pas réussi à monter l'année dernière en N4, parce qu'on a fini premier ex-aequo, mais au départage, même si on a mené toute l'année, on est arrivé deuxième. Donc voilà, donc nouvelle saison, on a fait notre première ronde contre Valence 3, donc une équipe un peu moins forte constituée des membres de notre club, contre qui on a gagné 4-0, j'ai fait une game qui était pas dingue, qui a duré presque 4 heures, 3 heures et demie. Et contre Jean-Luc Berton, donc un joueur très sympathique du club de Valence Échecs. Mais bon, c'était une partie que j'ai pas voulu montrer en live, sur YouTube, parce que en fait c'était que des chaînes de pions qui se bloquaient et ça aurait forcé le match nul et j'ai sacrifié un moment, c'est pas très précis. Et j'ai vraiment utilisé la supériorité de la position et de la pression un peu à la pendule pour pouvoir gagner. En vrai, je pense que contre un fort joueur, ce sacrifice aurait forcé la nulle. Bon, bref. Je présente une nouvelle game qui s'est jouée à Tour de Chartreuse, du coup, il y a exactement 5 mois. Je l'ai joué en novembre, le 17 novembre, du coup, de l'année dernière. Et c'est notre ronde 2, donc la première ronde à l'extérieur, du deuxième match contre Tour de Chartreuse. Et je joue au premier échiquier contre d'Alsace François, non classé, 1399, et qui n'est toujours pas classé à l'heure actuelle, j'ai vérifié son classement là à l'instant. Ce monsieur du coup qui joue au premier échiquier de l'équipe numéro 2 de Tour de Chartreuse et qui m'envoie D4. Donc D4, bon bah voilà, hein. Là je suis directement sur l'analyse de chess.com, hein. J'ai déjà tout analysé donc il n'y a pas de surprise. D4 c'est en général des ouvertures qui vont être assez solides. Il y a peu d'ouvertures fantasques sur D4 et en général à mon niveau ça part énormément sur du système de Londres et ça me saoule. Voilà, système de Londres, jouer des systèmes. Moi j'ai envie qu'il y ait de l'action, j'ai envie qu'il y ait du fight, et donc, sur des 4. Je réponds la hollandaise. La hollandaise, c'est une position, enfin c'est une ouverture qui donne des positions qui sont assez atypiques, que les joueurs de mon niveau sont mal préparés, ou pas préparés du tout, ou découvrent ça avec moi. Et c'est une ouverture sur laquelle je connais pas mal de lignes, pas forcément les plus solides, mais c'est des lignes qui vont devenir compliquées et où en général je vais prendre l'ascendant en tactique. Donc des fois en position je vais passer à -1, -2, parce que je suis pas précis, parce que je vais très vite, parce que je mets la pression à la pendule. Et après je prends vraiment mon temps sur des positions beaucoup plus critiques. Il va falloir que j'améliore ça pour la saison prochaine, parce que -2 ça se punit, même -1 c'est... Voilà. Mais bon, on va voir que je passe pas souvent au-dessus de +1. Donc fou F4, qui est le coup caractéristique du système de Londres, ça veut dire je m'en bats la race de ton coup, je vais jouer mon système, et donc je delay mon deuxième choix avec cavalier F6. En gros, je peux soit jouer G6, soit je peux jouer E6, et ça va dépendre de la position de ce fou. S'il est sur C4, et qui tape sur mon roc, je vais plutôt privilégier E6. Sinon, je privilégierai G6. Donc E6, la ligne principale, et G6, ce qu'on appelle la variante Leningrad. Donc ici, cavalier F6, dans les deux cas, c'est le troisième coup, donc je delay un petit peu, je temporise, et là, je vois que ça va partir sur fou C4. C'est pratiquement sûr, en général, dans le système de Londres, on joue plutôt l'espèce de petite pyramide, donc j'attends à ce que son pion vienne en C3. Je crois pas une seule seconde à C4 à ce moment-là, quand il joue E3. Et je vais quand même attendre encore un coup en jouant D6. Donc là, c'est E6 le meilleur coup, hein, forcément. Mais je vais me dire, j'attends un coup de plus, on va voir. Voilà. Des fois, il y a des gens qui jouent C4 à ce moment-là. Et je décide d'attendre encore un coup pour voir si jamais il y a possibilité. Et là, il me fait cavalier F3, donc j'aurai pas l'info, et tant pis. Je pars sur E6. Donc je pars sur E6, sachant que cavalier F3 dans la hollandaise c'est assez dangereux, parce que le cavalier en G5 est souvent très bien placé. C'est souvent une très grosse épine
pour venir taper sur ce pion-là. Et en général, le H6 par tempo pour pouvoir le chasser. Mais bon, c'est pas encore quelque chose qui est très dérangeant. On verra que dans la dernière ronde, ce cavalier G5 va arriver. Et on en reparlera à ce moment-là. Fou C4, forcément, pour venir mettre la pression sur ce pion. Donc ce pion peut commencer à être menacé. Je joue ici fou E7. Parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de menaces. C'est pas très grave. Voilà. Si jamais il me joue cavalier G5 pour venir me chercher la pression sur ce pion, je pousserai D5 qui sera caractéristique de la hollandaise Stonewall. Donc pour avoir vraiment une chaîne de pions qui est sur case blanche. Et le fou blanc sera totalement muré sur une position qui est pas agréable pour lui. Mais bon, voilà, pour l'instant, pas besoin de jouer ça. Petit roc, C3, donc on est vraiment sur un système de l'onde quasiment en termes de structure de pion. Et je joue roi H8. Roi H8 ici, pour la simple et bonne raison que bah là, vous avez un signal faible. Ce pion va pouvoir commencer à être gênant pour moi. Avoir le roi derrière, ça veut dire que ce pion est paralysé, il est cloué. Je ne peux pas le jouer. Et donc, bah, ça autorise pas mal de choses. Donc, roi H8, pas si dur à trouver finalement. Cavalier BD2, bon bah, il y a des idées de vouloir jouer cavalier G5, puis ensuite de revenir. Donc là, ici, par exemple, le cavalier G5 était un bon coup. Et ça aurait été très vite, très chiant, mais pas trouvé. Je joue dame E8. Donc dame E8, c'est parce que ce cavalier est ici. Une fois que ce cavalier est ici, en fait, il ne peut pas être là ni là. Et en fait, de là à là, il passe sur B5 et il vient menacer C7. Et C7 est défendu que par la dame. Donc du coup, quand je joue cavalier BD2, je sais que ce cavalier ne viendra plus en C7. Donc dame E8 pour ensuite la faire coulisser côté L-roi. Ça, j'ai pas compris. Donc fou G3, j'ai pas compris. Je vous avouerai que j'aurais plutôt vu A4, effectivement. Mais bon, ça, c'est des coups, je ne comprends pas. Donc là, j'ai joué cavalier E4. Donc cavalier E4, apparemment, selon l'ordi, c'est pas bon. Et l'erreur, enfin l'imprécision qui est soulignée par l'ordi, c'est que déplacer 2 fois la même pièce dans l'ouverture, c'est pas top. Alors il faut savoir que dans la hollandaise, je déplace très souvent. Je déplace très souvent 2 fois la même pièce. Et à défaut du fou C8. Le fou C8 qui reste très longtemps. Ça, vous allez le voir, la hollandaise, je l'ai joué 3-4 fois cette saison. Et la plupart du temps, mon fou C8 va rester longtemps sur sa case C8. Et va servir qu'à la toute fin, ou alors vraiment quand j'ai une occasion de le faire briller tout de suite. Parce que ce pion F5, du coup, bah, qui est le premier coup, l'empêche de rayonner, tout simplement. Bah, c'est le défaut de l'ouverture. Donc cavalier E4, je vais menacer en fait la prise ici. Ou alors, si jamais j'ai un trade du cavalier, bah, j'installe ce pion là. Je vais me servir de ce pion comme un bélier et je ferai rayonner à ce moment-là ce fou. Donc c'est pas un coup dénué de sens. Ici, mais c'est un coup qui pourrait être améliorable. Donc là, bon bah forcément, il prend pas. Le meilleur coup était de prendre, hein, même si ça fait déplacer le cavalier, c'est un peu chiant, mais il fallait prendre. Et donc là ici, forcément, je prends ce fou du système de l'onde qui est un peu chiant. Il reprend de F, moi j'aurais repris de H. On reprend toujours vers le centre. Et même si ça libère la tour, en fait, la tour tape sur une chaîne de pions, donc ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien, ce coup. Cavalier BD7, bah, je bouge une nouvelle pièce et je la fais se centraliser. Je trouve que mon cavalier n'avait aucun avenir en C6. E5, j'ai pas osé le jouer. Voilà, E5, je trouve que c'était prématuré. Normalement, E5, c'est un coup thématique dans la hollandaise. On veut pousser E5 a posteriori. Mais bah là, je me dis que en fait, E5 n'est pas jouable. La case est défendue 2 fois. Une fois par ce pion, une fois par le cavalier. Et moi, je le défends qu'une seule fois. Donc, je pensais que ça aurait été problématique de pousser E5. Voilà. Donc, j'ai pas la suite des infos. Apparemment... non, c'était pas ça qu'il fallait jouer. Tac, donc sur ça, je ne vois pas. Ah, alors apparemment, il y a prise. Et sur cavalier ici, il y a quoi? Bah oui, c'est le meilleur coup, mais...
L'ordi va me montrer une séquence qui était pas celle-là et... Mais par contre, l'avantage, il est de 0,2 pour moi. Par contre, quel est l'avantage ici? Ah, peut-être qu'on fait ça en fait. Dismiss is a better way to win material through a tactic. Ah, le fou devait venir là pour menacer le cavalier. Et il y avait dame derrière qui prenait là. Bah ouais. Et là, en fait, sur ça, finalement, bah, si on revient ici, vous avez dame prend. Et on récupère. Donc le truc, c'est que tu le récupères comment ce... Ça, comme ça, c'est nul. Alors comme ça... Ah non, d'accord. Il faut le reculer ici. Mais du coup, je le récupère pas, le matériel. Ah si, comme ça. Bah, attendu. Hein. La variante, elle est tendue. En plus, ça libère le fou, c'est parfait. Bref, on revient dans la ligne principale. Donc ici, il reprend, je joue mon coup, voilà. Donc là, je pense qu'il aurait pu pousser directement, mais je sais pas pourquoi il a voulu blinder auparavant. J'avance. Il continue à blinder, donc toujours cette case-là qui pourrait, voilà. Et là, enfin, il pousse. Donc la poussée en E4, elle est intéressante. Malgré tout, moi, ça va m'ouvrir en fait la colonne F et je saute dedans. Donc bon. Et je joue dame H5. Donc dame H5 parce qu'il faut que j'active ma dame. Ma dame n'a rien à faire là. Il y a un vis-à-vis qui va se créer. J'ai pas envie de la laisser ici. Et que ce soit sur F, elle sera en face de celle-là. Et sur G, elle sera en face du fou ici. Et en plus, si jamais il y a une prise, j'ai le moyen de reprendre de la dame une fois qu'il y aurait le trade des cavaliers. Bon, moi je trouvais ça intéressant comme coup. Mon adversaire n'a pas puni. En même temps, je vois pas comment on punit ça, mais bon, ok. Ici, H4, j'ai décidé de prendre le cavalier parce que c'était une épine dans mon pied, c'est auprès du fou. Et je pousse D5. D5, donc moi j'ai pas trouvé le follow-up. Oh. Donc en fait ici, et si on reprend, en fait vous avez ce fou qui est pris et il gagne un pion. Et si jamais vous reprenez pas, ben en fait on peut faire ça. Mais à ce moment-là le fou rentre à la maison. Donc en fait il n'y a pas de bon coup finalement. Il n'y a pas de bon coup. Mais dur à voir, la séquence elle est pas facile. Enfin moi en tout cas du haut de mes 1700 je l'ai pas vu. Donc ici il reprend avec le fou. Je pousse D5, il revient en D3. Je joue fou D6, bien sûr, je vais attaquer ce pion qui a été scellé. Et là, il va pousser du coup G4. Bon, dame H6, je pense que c'est le seul bon coup. Parce que il faut que je reste à la protection du pion H7. Je vous rappelle qu'il est menacé doublement par dame et fou. Là, il va pousser ce pion. Et je me dis que là, par contre, c'est le moment de planter ma petite fourchette des familles. Et je la plante direct. C'est pas le meilleur coup apparemment. Mais c'est un coup très acceptable. G5. Bon bah G5, il faut que je reste à la défense de H7. Donc je mets ma dame en H5. Et ici, il joue tour B1. Donc tour B1, pourquoi en B1, je sais pas. Par contre, pourquoi il bouge sa tour? Tout simplement parce que le fou était en train de casser les pieds à cette tour. Moi je l'aurais vu davantage comme ici en E3 plutôt qu'en B1. En B1 elle ne fait rien, elle est sur une colonne fermée, c'est... Disons que la mettre en B1 aurait eu un meilleur intérêt. Après il y avait moyen de faire peut-être cavalier E5, d'attaquer avec latéralement avec la tour ici. Bref, il y avait moyen de faire des choses. Là j'ai joué tour E8. Alors tour E8 c'était une occasion manquée. Mais voilà. En fait, mon idée ici, c'est de commencer à viser l'attaque sur le roi. Vous voyez que ce fou en fait est en train de rayonner. Et vous voyez aussi que si je veux passer là, avec la dame, bah, il va falloir que je vire ce cavalier.
Le problème, c'est que si je vire ce cavalier, regardez, hein, si je vire ce cavalier, ben, si c'est repris, en gros, la dame va courir latéralement. Donc j'ai envie de dégager le cavalier, mais sans trop abîmer la structure. La structure, elle m'intéresse comme ça, et je veux pas qu'elle change. En admettant que le cavalier, j'arrive à le faire échanger, je sais pas comment. Bon bref, pas n'importe quelle manière, peut-être comme ça. Bah en fait, ce cavalier, une fois que j'aurai pris la tour avec la tour en H4, je vais pouvoir menacer en H1 et le cavalier va devoir se sacrifier dessus. Et là, j'aurais gardé ce pion. Donc là, c'est intéressant. Le truc, c'est que si je fais ça, donc imaginons tour F4, tour prend H4, cavalier prend, dame prend, bah en fait, il y aurait toujours tour E1. Et quand la dame arrive en H2, bah en fait, le roi a une case de fuite, puis ensuite en E2, puis ensuite en D1. Et en fait, il s'en va. Donc ouvrir cette colonne-là, en fait, elle est intéressante, mais avant d'ouvrir la colonne, bah j'ai envie de mettre une tour derrière pour pouvoir soutenir ce pion. Au moins, j'acquiers la colonne après l'échange de pions, c'est ça, c'est comme ça que je l'ai pensé. Donc là, je vais tanker un gros quart d'heure de réflexion. Et après avoir vu tout ça, bah je vais décider de jouer d'abord la tour. Donc là, il y a eu G6. Bon, bah j'ai pas compris, j'ai joué H6. Apparemment, il y avait moyen de jouer quand même E5. En fait, si vous voulez, même si je joue E5 et qu'il prend, bah en fait, ce pion n'est jamais une menace. C'est jamais une menace parce que, en fait, ce pion, finalement, va gêner l'arrivée bah, de la dame et du fou. Donc finalement, je suis jamais en danger. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Bon, après, moi, j'ai voulu stabiliser la structure. Voilà, la structure est stabilisée, y a pas de problème. Il joue B3, bon, il comprend pas la structure. Très clairement, il a pas compris la structure, mais bon. Enfin, pardon, là, la tactique, il l'a pas vu, et là, c'est là où j'envoie F4. Enfin, tour F4. Donc, tour F4, je menace ça, et je me dis, bon, là, j'ai pris la position, il n'y a plus de fou noir. Je veux pas que ça bouge. Donc là, ici, maintenant que j'ai joué tour F4, en fait, le cavalier ne pourra plus être utilisé pour revenir en E5. Donc, en fait, ce cavalier, si jamais je pousse et qu'il prend que le cavalier, il y a tour prend F4, tour prend H4 pardon, direct, et la menace de mat elle est imminente et il peut rien faire. Voilà, le mat il est forcé. Donc maintenant le cavalier, il est cloué ici. Pas par un visu direct, mais je menace mat si jamais il bouge. Alors le dame D2, très sincèrement, je ne l'ai pas compris. C'est le meilleur coup, mais je vois pas pourquoi. Voilà, là c'est... À part sacrifier la dame dessus, je ne vois pas. Dame D2, là... je sais pas. C'est à ce moment-là, du coup, que je joue enfin E5. E5, je menace la fourchette, bien évidemment. Mais E5, je menace aussi de s'échanger. Et si jamais il me prend, je pourrais reprendre sur échec quand le roi sera ici. Donc en fait, ma séquence, elle commence à marcher. Il décide de me prendre. Et là, forcément... Au moment où il prend, j'avais tanké déjà un quart d'heure, 2 coups plus tôt. J'ai tanké 5 minutes, juste là. Tempo. Donc en fait, j'étais en train, pour l'anecdote, j'étais en train de boire un café à ce moment-là. Et quand je reviens, je vois le mec qui prend sa main. Il prend mon pion. Il appuie sur la pendule. Et je me dis, mais... Je pose mon café à côté de lui. J'envoie direct. Mais direct. Je reprends mon café. Et je retourne dans la salle où il y a les petits gâteaux parce que j'avais faim. Donc là, au moment où je fais ça, je me dis, je pense que là, je tiens un bon truc. Et effectivement, de la saison, c'est mon premier coup brillant. Et forcément, ici, bah, la séquence, elle est forcée. En fait, je pars prendre mes gâteaux, je pars prendre mon café, parce que je sais très bien que ici je menace mat en 1. Donc obligatoirement, le cavalier doit prendre la tour. Dame prend, menace mat en 1. Forcément, la tour ici doit bouger. Elle peut bouger, je sais pas, latéralement, mais elle peut aussi bouger en F3, pour menacer le fou. Donc du coup, je répète, cavalier prend, dame prend, tour F3, dame H1, dame H2, pardon, roi F1, dame H1, roi E2. Sur roi E2, en fait,
j'ai la possibilité de venir prendre avec la tour. Mais sur la tour, on va voir qu'il y a une combinaison de tactique en fait qui me fait perdre. Et ça, c'est pour l'instant le calcul que j'envisage de faire. C'est à partir du moment où le roi va arriver en E2 que je vais retanker du temps pour vérifier la ligne. Parce que le calcul commence à devenir assez éloigné. Et ça, c'est un truc que je vous conseille de faire, c'est que dès que vous avez une séquence de coups forcés, bah vous y allez. De toute façon, vous êtes rentré là-dedans, donc maintenant vous êtes obligé. C'est pour ça qu'on appelle ça des coups forcés. Donc, cavalier prend, tour F3, dame H2, échec, roi F1, on dit que c'est forcé, ça c'est le petit signe de forcé. Dame H1, roi E2. Tout ça, c'est vu. Le truc, c'est que maintenant, j'ai deux coups candidats. J'ai soit ça, qui peut essayer de tanker un mat, mais je vois pas la suite. Et j'ai dame prend G2, qui va ensuite ramasser la tour. Là, au moment où je calcule ça, on est déjà à 2h30 de partie. C'est-à-dire que je commence déjà à être fatigué. J'ai un avantage qui est à combler. Je suis à -2. Donc il va falloir que je ramasse du matériel. Et je sais très bien que si jamais là je ramasse du matériel, en fait, à part une combinaison tactique à la con, normalement je finis en finale devant. Donc je décide de prendre en G2. Je décide de jouer simple, de jouer pratique, de jouer économie d'énergie, en gros. Et ce qu'il fallait voir, c'est que sur tour échec, bah, je récupère peut-être un pion. Mais ici, il y a un coup qui est assez fort. C'est dame E3. Et dame E3, en fait, bon, bah, certes, je pourrais toujours continuer avec dame prend ici. Il n'y a pas de problème, hein. La séquence reste gagnante. Mais le truc, c'est que... Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous auriez fait ça? Bah, je suis désolé, hein. Mais ce roi prend. Vous avez quand même une menace de mat. Et une menace sur votre dame en même temps. Comment vous sortez de ça? Donc forcément, c'est un truc qu'il fallait recalculer. Très sincèrement, j'ai pas été jusque-là. J'ai vu qu'il y avait une dame à ramasser. Je me suis dit, ouais, bon. Ça me paraît bizarre. Et là, j'ai un signal tactique bizarre. En fait, je suis pas rentré là-dedans juste parce que je vois la position du roi. Je me dis, le roi comme ça, c'est chaud. C'est trop chaud. Donc j'y vais pas. Et j'ai préféré rentrer dans cette ligne. Cette ligne, c'est très simple. Ce roi ici, tour échec. Et là, on va finir par mater. Je sais pas comment, mais on va finir par mater. C'est obligatoire. Déjà, rien que sur ça, je pense qu'il faudrait jouer C5. Hein. Je pense qu'il faudrait entraîner le roi un peu plus loin, mais même juste prendre la tour, et puis on est bien. Hein. On est déjà à +5. Mon capital investi tout à l'heure dans le sacrifice en H4 est rentabilisé. Bref. Donc sur roi qui monte, ça va. Mais qui montrer son roi? La plupart des gens vont faire ceci. Et j'ai plus qu'à prendre là. Et c'est la partie. Donc forcément ici, bah, le roi finirait par se cacher, là, ou là. Je reprends là avec la tour. Je vais finir par encaisser du matos, je sais pas comment, mais ça va finir par marcher. Et là, il décide de ne pas jouer, de pas mettre son roi en sécurité. Parce que là, il pourrait mettre son roi en sécurité et sortir la tour. C'est possible. Après tout, il y a des thèmes. Par exemple, regardez, imaginons que je fasse... Imaginons, hein. Qui est ça. Je prends ici. Ouh. Ouh. Bam. Donne ta dame ou donne le mat. Ah ouais, dur. Là, je dois sacrifier la dame. Donc, il y avait des moyens de faire quelque chose. Il y avait des pièges, en tout cas, encore à attendre. Il va décider de jouer fou E2.
qui a le mérite d'exister. Finalement, je jouais d'un machin. Voilà, l'obliger à venir. Et ici, paf, je ramasse la tour qui est derrière. Il décide, bien sûr, de protéger. Et c'est très bien. J'échange les pièces. Je suis avec une tour d'avance quasiment. Je n'ai pas de raison de garder des pièces sur l'échiquier. Et reprendre la dame. Encore un coup d'échec. Il bloque avec la dame. Je rentre dans la finale. Forcément ici, je ramasse un pion qui a été esselé. Il bouge avec la tour. Avec le roi, je sors des réseaux de maths. Et en même temps, je viens contrôler la seule case qui est intéressante pour sa tour. Sachant que le roi contrôle celle-ci avec la tour. Le fou contrôle celle-ci. La tour, elle rentre pas. Sa seule pièce, finalement restante, ne jouera pas. Il décide quand même de rentrer. Grand bien lui fasse. En fait, oui, je contrôle cette case, mais le pion aussi. Grand bien lui fasse. En vrai, regardez. Mon fou, il défend cette case. Mon fou, il défend cette case. Ma tour défend ce fou. C'est ok. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. D'ailleurs, je vais même prendre le luxe de venir l'attaquer. Sur la colonne que j'estime être la plus intéressante. La colonne F est la plus intéressante. Donc là, il décide de monter son roi. Bon, je pensais qu'il allait venir attaquer le fou, venir attaquer ce pion. Bon, écoute frérot, je pense que c'est terminé. Hein. T'es au bout du rouleau, là on est quand même à 3 heures de partie. Il est fatigué aussi. Lui, il boit pas de café. Qui va falloir commencer. Forcément, là je prends. Reprise, prise. Et ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et le frérot, là il va commencer à m'énerver parce que... D'ailleurs, l'arbitre lui dira. En fait, il essaie même pas d'aller arrêter mon pion, en fait. Il joue plus, c'est juste, il perd de temps. On est les derniers à finir. On a encore 1 heure de route sur le retour. Il est déjà quasiment 18h. La ronde a commencé à 14h. Donc on est sur cette partie depuis plus de 3h30. Et en fait, le frérot, il abandonne pas, quoi. Donc, je commence un peu à m'impatienter. Les enfants qui sont avec moi s'impatientent. On est 2 jeunes et deux adultes à jouer cette ronde. Tout le monde a fini, il n'y a que moi. Et en fait, on me demande de plier la game vite pendant que je me resserre un verre. Et en fait, je fais bah oui, mais bon, j'ai une dame d'avance et un fou d'avance, il abandonne pas. Donc, au bout d'un moment, voilà. Donc, il continue à envoyer. Puis finalement, je trouve le mat direct. En mode, maintenant, voilà. Donc, c'est un adversaire qui était très sympa, qui commence les échecs, et il commence bien, quand même. Une partie qui est quand même assez cool, hein. Et si on regarde un petit peu la précision de la partie, en fait, on est sur 77% pour cette personne. Bon, après, la fin de partie descend drastiquement en précision. Mais voilà, on joue à 87,5, ce qui est pas trop mal, même si, en toute vérité, il y a des erreurs que j'aurais pu éviter. Mais bon, sur une partie qui est très très longue quand même, on trouve pas mal de bons coups. Les erreurs, elles sont pas... Elles sont graves, mais elles sont pas si graves que ça pour mon niveau. C'est-à-dire qu'à 1700, on n'est pas censé trouver tout ça. Mais bon, on est quand même pas si mal. Là, l'ordi m'estime à 2100 Elo. Je trouve que l'ordi de chess.com est totalement broken, mais bon, voilà. Donc, avec Valence, échec pour la ronde 2, on on gagne 4-0. Donc c'est la deuxième victoire 4-0 qu'on opère. Et on se hisse premier ex-aequo de notre pool avec Saint-Martin-d'Hérès. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que Saint-Martin-d'Hérès est justement la partie suivante. Ouais, c'est la partie suivante, dont j'ai perdu la feuille, mais que j'ai sauvegardé sur chess.com, donc on la verra dès la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao tout le monde.